Merci beaucoup, Tina. Bon après-midi, bonne soirée à tous ceux qui sont présents et qui viennent de partout dans le monde. Je suis très, très heureuse de faire partie de la discussion et je crois que ça nous fournira une occasion de réfléchir aux bases du travail que nous faisons. Dans la société moderne, l'éthique peut vraiment signifier la différence entre la mort et la vie. Les gens, les gouvernements, les nations et même la civilisation elle-même est concernée. Et donc, il faut analyser les situations de manière logique. En tant que journaliste qui aime beaucoup la communication et les décisions éthiques qui doivent être prises sans arrêt. Nous parlons des histoires des survivantes de mauvais traitements et même la question de la COVID-19 a impliqué beaucoup de discrimination. Donc, je crois qu'il y a quelques règles claires à suivre. Alors, il faut savoir quel est le meilleur avantage pour le bien public. Si on garde ça à l'esprit, on ne peut pas se tromper. Et je crois que c'est vrai pour les gens qui travaillent dans le secteur non, à but non lucratif. Il faut vraiment avoir la confiance de la population. Donc, c'est vraiment une partie importante de ce que vous faites. Donc, à cause des événements du scandale, oui, nous avons décidé de tenir cet événement parce que euh, le scandale de oui, du nid pourrait causer des problèmes aux autres ONG. Et donc, il faut vraiment faire montre de compassion envers ceux qui feront face aux conséquences après des décisions difficiles. Donc, il y a toutes, tous ces enjeux et nous devons donc inclure les idées des autres. Ceci nous permettra d'avoir une meilleure relation. Donc, ceci étant dit, je vais présenter notre panel d'expertes. Tout d'abord, nous avons Shiva Masroui, qui est recherchiste, une chercheuse, pardon, canado-iranienne. Elle travaille au YMCA et elle étudie surtout la question de l'emploi et des femmes vulnérables. Elle a fait partie de différentes initiatives concernant les femmes vulnérables et le secteur humanitaire. Elle est passionnée par son travail en équité, en éducation, en santé mentale. Elle a une maîtrise en sciences politiques et en études de développement international. Elle a étudié les conséquences des conflits sur les femmes et elle s'est également intéressée aux perceptions de l'égalité. Elle parle farsi, anglais, espagnol et aussi français. Donc, ensuite, nous avons Christina Mouya, toute jeune. Elle s'est intéressée à la réduction de la pauvreté. Elle travaille et était bénévole dans différents secteurs, surtout concernant l'emploi des jeunes. Donc, elle s'intéresse beaucoup aux pauvres, aux populations marginalisées, aux jeunes. Et donc, ceci a mené à la fondation d'un organisme qui s'intéresse aux femmes canadiennes entrepreneurs de descendance africaine. Et donc, elle est conseillère du CA pour le travail de femmes. Elle fait partie d'OCIC et elle travaille actuellement en partenariat et elle travaille aussi pour le programme des jeunes et elle veut effectuer des changements positifs. Dans le panel, aujourd'hui, nous avons Faith Tanoui. Elle est spécialiste en développement économique et elle s'intéresse beaucoup à l'autonomisation des jeunes. Elle est aussi directrice exécutive de Angle Afrique et également elle s'intéresse à la croissance économique et spirituelle
Elle a élaboré un programme de mentorat pour améliorer la vie des jeunes garçons et des jeunes filles dans sa communauté. Elle fait de militantisme en ligne aussi. Elle s'est occupée de fournir des serviettes hygiéniques à des jeunes filles et jeunes femmes au Kenya. Et donc, elle est aussi l'ambassadrice pour les flammes. Et elle fait aussi d'autres choses. Elle a une licence en sciences, une maîtrise en leadership et dans la gestion des organisations caritatives. Nous avons également April Hingham. Elle fait partie du partenariat des peuples du Pacifique depuis 2009. Depuis ce moment-là, April s'est occupée de beaucoup de projets pour la société civile et pour la transformation à Manakware. Et donc, elle s'intéresse au réseau de femmes. Et actuellement, fait partie du Conseil canadien pour le développement international. Elle est membre active de différentes organisations. Elle appartient également au BCCCI, le Conseil de développement international de la Colombie-Britannique. Elle travaille dans le secteur à but non lucratif. Elle a travaillé également dans les galeries d'art et d'autres endroits. Donc, April a géré différents projets compliqués dans différents contextes et donc elle a travaillé comme gestionnaire en production qui s'intéressait à l'art et la culture à la télévision. Et également, elle travaille à Première Voix qui représente les peuples autochtones à la radio. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter nos validités. Et ce sera Shiva qui va commencer. Donc, c'est à vous, Shiva. Merci beaucoup de cette présentation et merci au RCC de m'avoir invité et merci à Sydney qui m'avait présenté au RCC. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui et nous allons passer à la première diapo. Je voudrais parler aussi d'où je viens, de qui je suis et d'où je proviens. Je m'appelle Shiva Mazraoui, je suis née en Iran et j'ai émigré il y a 20 ans avec ma famille au Canada. Et donc, moi, je suis sur le territoire traditionnel des Anishinaabe, Mosoni. C'est le territoire du traité 13. Moi, je suis là comme immigrante. Je suis très fière de qui je suis. Moi, c'est ici que je fais mon travail et où je vis, mais notre responsabilité envers le territoire et les peuples, ça fait partie de l'engagement public éthique. Donc, je vous ai dit d'où je viens, mais je voudrais partager de qui j'ai appris. C'était surtout des femmes, ma mère, ma grand-mère, ma sœur, mais aussi des femmes de couleur que j'avais comme enseignantes et comme collègues. J'ai appris de la manière dont elles se comportent et comment elles vivent leurs valeurs. Mes connaissances proviennent d'elles. Et donc, bon, les erreurs que je fais, par contre, j'en prends toute la responsabilité. Je vais commencer à parler de qu'est-ce que ça veut dire l'éthique et l'engagement du public. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Alors, c'est un système de principes moraux. On parle de cette moralité, de la fiscalité. Et ça vient des habitudes, des coutumes, du caractère ou de sa propre disposition. C'est une vue d'ensemble de ces systèmes.
Mais il faut toujours se rappeler que les systèmes et les structures qui sont la norme ou nos habitudes, bon, ce qui est éthique, on veut savoir d'où ça provient et il faut le reconnaître et le croire. Lorsqu'on parle d'engagement du public, pour moi, je parle dans le sens le plus large et ça peut vraiment être très, très différent. Dans ma carrière professionnelle, je suis chercheuse, donc je parle de la recherche et comment j'y implique l'éthique. Il y a également la question des communications, le partage d'informations, la philanthropie. Donc, l'engagement du public, pour moi, la raison pour laquelle c'est très, très important, c'est que ça informe qui on implique, comment on le fait et comment on peut être imputable et comment on veut que les autres soient responsables aussi. Alors, qu'est-ce qui vient informer l'engagement du public? Surtout dans notre secteur, il faut vraiment réfléchir au niveau macro. On parle des systèmes et des structures qui viennent informer notre engagement du public. Souvent, dans le secteur international, c'est un système patriarcal qui a influencé la manière dont on comprend les expériences. Donc, souvent, c'était l'expérience des hommes et c'est là-dessus que ça a été construit. Et ceci se reflète dans notre secteur. Également, bon, les systèmes, les structures dans lesquelles nous fonctionnons vont avoir un impact sur nos expériences. Donc, nos expériences la manière dont on voit le monde, le travail dans lequel on s'implique, qui avec on s'implique, tout ceci va de pair avec les préjudices et les préjugés. Nous savons très bien ce que c'est. Nous avons été exposés à ce genre de choses très, très souvent. Et donc, d'après notre expérience, on a une attitude qui est basée sur nos informations limitées et sur l'endroit où nous sommes dans le monde et ce à quoi nous avons été exposés. Donc, les préjugés et les préjudices, ça, c'est quelque chose que l'on croit, que l'on partage et quelquefois, ceci peut être répétitif et dans mon travail, très souvent, du point de vue féministe et lorsque je vois le travail des femmes, on parle des récits négatifs qui existent sur les femmes, surtout quand on parle du secteur international. Là, on peut passer à la prochaine diapo. Donc, les conséquences sont souvent des images et des récits singuliers et ceci peut mener à l'exclusion. Donc, lorsqu'on a ces préjugés inclus dans nos structures, on se concentre sur qui est au centre et qui est marginalisé. Donc, lorsqu'on parle de femmes vulnérables ou marginalisées, ce ne sont pas les hommes qui sont vulnérables, c'est nous qui avons créé ce centre et nous avons décidé qu'elles sont dans les marges et donc qu'elles sont vulnérables. Donc, souvent dans le secteur international, on voit la femme comme victime qui a besoin d'être sauvée, on nous voit comme étant faible. Bon, on a aussi une idée assez restrictive de qui on identifie comme femme, mais souvent ce n'est pas le cas. Dans le secteur international, très très souvent, les femmes viennent après coup moi, bien sûr, je viens du secteur humanitaire, des questions d'urgence. Donc, à ce moment-là, on pense si ce sont des femmes, qu'est-ce qu'on fait? Et ceci amène à l'exclusion et à la marginalisation. Et nous sommes très, très familières avec les femmes et de ce qui se passe lorsque les corps des femmes sont utilisés comme outils. Nous sommes très familières avec ça. Souvent, ce sont des femmes, les femmes autochtones, les femmes noires qui sont vraiment considérées comme ça. Donc, les questions pour moi que je voudrais demander, donc, c'est bien de dire ce qui ne va pas dans tout ceci, mais ce à quoi il faut commencer à penser, c'est quelles sont les solutions possibles. Alors, les questions que moi, je me pose dans le travail que je fais ou dans le travail que je vois, ça vient d'un gazouillis que j'avais vu il y a très longtemps qui provenait d'une salle de classe et il disait, bon, qui raconte l'histoire?
qui en reçoit des avantages et donc qui n'est pas présent dans ce site. Alors donc, pour nous, qui reçoit des avantages du travail que nous faisons. Si on parle d'engagement du public et de communication, dans tous ces domaines, lorsqu'on pose ces questions, au moins, on va voir quelles sont les approches et l'optique qu'on va utiliser et qu'est-ce qui nous manque. Parce que qui en retire des avantages, ça nous offre une bonne idée de savoir si le travail est éthique ou non. Alors, une manière de commencer à penser à ces différentes expériences, c'est lorsqu'on s'intéresse à l'intersectionnalité. La majorité d'entre vous est très familière avec la question de l'intersectionnalité, mais moi, je veux vraiment définir ce que ça veut dire. C'est un terme qui a été euh, créé par Kimberly Crenshaw et ça vient en réponse à un cas juridique où la Cour disait que les femmes noires pouvaient juste dire qu'elles étaient l'objet de discrimination à cause de la race ou du sexe. C'est tout. Et on ne pouvait pas séparer cette expérience, que ce soit sur le sexe ou le genre. Donc, c'est une manière de voir comment la classe, la race, le genre sont en intersection les uns avec les autres. Et il y a vraiment chevauchement. Il y a des systèmes d'oppression et de privilèges. Donc, chacun et chacune d'entre nous ont des identités différentes qui viennent se chevaucher et ça va créer nos expériences particulières. Lorsque nous voyons l'engagement ou lorsqu'on parle des femmes et de leur expérience, ça, c'est une très bonne question à poser. Moi, je la pose, c'est quelle femme, de quelle femme est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on définit femme et quelles sont les femmes qu'on ignore? Il y a des programmes qui sont pour les femmes, mais ils n'impliquent pas les femmes dans la planification ou dans l'application. Donc, on a toutes vu des exemples où on va à un événement, il y a une communication qui est faite pour nous. Bon, pour moi, c'est en tant que femme de couleur, et par contre, je ne vois personne, femme de couleur, à l'événement lui-même. Donc, il y a vraiment une grosse manque de connexion. Ensuite, je vais parler des stratégies que je voudrais partager. Ça provient de mon expérience, mais je veux bien entendre ce que vous avez à dire sur le même sujet. Alors, ce que nous avons fait pour notre recherche au W. YCA. Alors donc, ceci va nous aider à reconstruire la confiance dont nous avons besoin. Donc, les cadres de travail éthiques avec qui on fonctionne, qui on implique pour la recherche, quelles informations est-ce qu'on peut recueillir lorsqu'on fait de la recherche ou comment est-ce que ces informations vont être partagées? Il faut dire aux participants qu'ils peuvent participer s'ils sont à l'aise seulement. Je ne pense pas que notre cadre de travail ait été parfait, mais au moins, ça pouvait établir comment on fonctionnait dans la recherche. Lorsqu'on a ces lignes directrices claires, non seulement il y a l'auditoire et la communauté qui nous fait confiance, mais c'est aussi, ça nous permet de faire preuve d'imputabilité. Lorsqu'on parle de créer des lignes directrices, pour l'engagement du public, il faut avoir vraiment des lignes directrices claires. Il y a des gens qui se joignent à nous et donc il faut montrer comment on fonctionne, peu importe qui fait le travail. Et donc, c'est très, très important de tout co-créer et de partager avec ceux qui vont en retirer des avantages et qui veulent participer. Et puis, ce qui est vraiment critique, c'est considérer tous les aspects de l'engagement du public, pas simplement se concentrer sur la recherche ou les communications. Il y a quelque chose auquel on ne pense pas d'habitude, c'est que, bon, par exemple, il y a un très, très bon exemple. Sydney a déjà partagé ses ressources avec notre équipe. Ce sont les politiques en éthique et la mobilisation. Alors, comment est-ce qu'ils traitent la philanthropie et qu'est-ce que c'est que
cette ressource. C'est très bien pour votre équipe à l'interne, mais également pour vos parties intéressées afin qu'elles comprennent ce dont on parle. Pour la planification et les processus de nos engagements, alors une bonne question qu'il faut se poser, c'est qui prend les décisions? Surtout lorsqu'on parle de ces lignes directrices. Qui prend la décision sur ces lignes directrices? Sur qui ça va se centrer? Donc ensuite, bon, il y a ceux qu'on considère comme experts. On peut les entendre sur l'expérience des autres et s'il y a des hommes qui parlent de l'expérience des femmes dans le sud mondial, bon, on a un petit peu un problème. Il faut vraiment reconnaître que ce sont les gens qui sont les experts de leur propre expérience et elles sont des experts dans leur propre vie. Donc, qui est-ce qu'on considère comme expert? Est-ce que ça dépend de leur diplôme ou quoi que ce soit? Donc, il faut aussi poser la question de qui n'est pas là, qui n'est pas impliqué. Et donc, nous travaillons à construire des relations de confiance. Il faut évaluer nos propres méthodes. C'est ça ce que nous apprenons et nous continuons à nous améliorer. La langue est toujours très, très importante sur comment on définit les termes et aussi pour ce qu'on prétend faire. C'est très, très important de ne pas utiliser des mots qui ne seraient pas les bons termes. Ensuite, nous avons la transparence et l'imputabilité. Comme je l'ai mentionné, nous allons tous faire des erreurs. Moi, j'en ai déjà fait, je vais continuer à en faire. Donc, c'est important de le prévoir et d'avoir un plan sur comment nous allons réagir lorsque nous faisons une erreur éthique. Donc, ça serait une manière de le faire, c'est de confronter nos propres préjugés. Et ça, c'est vraiment clé pour la manière dont on fonctionne. Ce que j'aime bien de l'exemple de Frida, c'est que toutes ces informations sur leur site web, c'est partagé avec tout le monde. Donc, tout le monde peut très bien comprendre comment ils fonctionnent. Lorsqu'on fait des erreurs, c'est très important d'être clair et honnête à propos de cette erreur. Et il faut vraiment qu'on se soit imputable et qu'on reconnaisse ce que l'on a fait. Il y a bon, quelque chose qui s'appelle l'anatomie d'une excuse. Ça vient d'une personne qui est éducatrice et cet outil parle vraiment de, de présenter ses excuses sans chercher de pardon, mais en voulant changer. Je vais partager plusieurs choses sur ce sujet, mais c'est vraiment un point clé de pouvoir s'ajuster et de s'améliorer lorsqu'on fait des erreurs. Donc, un manque de transparence ou d'imputabilité, ce qu'on a vu au Canada, c'était l'exemple de la collecte de données sur la COVID. Il n'y avait pas vraiment de bonne compréhension de avec qui on partageait les données. On disait que les données étaient partagées avec la police. Ça peut être vraiment dangereux pour certaines collectivités maintenant. Il y a des données qui n'ont pas été rendues disponibles au public et aux professionnels de la santé. Ça, ce n'est pas éthique. Nous pour avoir la confiance et faire de travail efficace que nous voulons faire. Donc, la transparence et l'imputabilité sont vraiment un point clé en engagement du public. Moi, je vais m'arrêter ici, mais je pourrais prendre vos questions un petit peu plus tard. Merci beaucoup. Thank you very much, Tina. That was such an informative presentation. I think I picked up so many different things from that. I just want to echo something that you said about patriarchy having influenced how we understand systems and structures and how we experience the world, and by extension, influence our biases. And therefore, in the spirit of transparency and honesty, I have food for thought for our audiences. So something for you to brood over while we continue with our session. What are we doing? Actively to unlearn thought processes that have sidelined members of our community, such as women, people living with disabilities, and so forth. And more importantly, how can we, going forward, close them? Comment pouvons-nous nous adresser aux lacunes? Alors maintenant, je passe le micro à Christina. Merci beaucoup, Sinetemba, et pour cette belle introduction.
J'aime beaucoup votre façon de partager vos points. Shiva, il y aura un certain chevauchement. Je vais un peu répéter quelques-uns de vos points. Je suis heureuse en tout cas de vous voir là. Je suis basée à Toronto, qu'on appelle aussi qu'à Toronto, sur le territoire du traité 13. Je suis née au Kenya. Je suis venue au Canada quand j'étais adolescente. Donc, au Kenya, il y avait euh, une différence très marquée entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et quand je suis venu au Canada, j'étais surprise de découvrir qu'il y a de la pauvreté aussi. Euh, les expériences des peuples autochtones dans le Nord qui n'ont pas accès à de l'eau potable ni à de l'électricité dans un pays tellement riche. Ou quand je rentrais de l'école à Toronto et je voyais des gens dans la rue qui n'avaient pas de toit. Au Kenya, on croyait toujours que le Nord était un endroit riche où il n'y avait pas de pauvreté, où tout était parfait. Donc voilà, ici, la pauvreté est davantage cachée et on en parle moins. À un certain âge, j'ai remarqué certains enjeux. Quand j'étais jeune, je me suis intéressé à l'art visuel et à la littérature, à l'écriture. Et quels sont les liens entre les divergences socio-économiques entre les gens et leur façon de vivre? Ensuite, j'ai fait des études en économie agricole et je voulais faire une différence dans le monde. J'ai pu travailler avec l'Organisation de l'agriculture des Nations Unies et j'ai beaucoup appris là. Le stage que j'ai fait à me payer suffisamment pour payer mon loyer, mais c'est tout. Donc, j'ai pas pu épargner et je devais demander à mes parents et aux membres de ma famille de me soutenir financièrement. Et ça m'a fait réfléchir que les gens qui viennent de réalités pauvres dans le sud et dans le nord, quel accès est-ce qu'ils ont à des ressources pour s'en sortir de cette pauvreté? Comment est-ce que je peux m'impliquer dans cette discussion, dans ces débats tellement importants? Donc, c'est un enjeu très important pour moi. Ensuite, j'ai fait des études en innovation, comment s'adresser à la pauvreté et au chômage. C'est un enjeu très important, le chômage et l'économie informelle, la précarité dans le sud, dans les pays en voie de développement. Euh, comment les gens créent des opportunités pour eux-mêmes, comment ils s'impliquent dans leur communauté, comment ils créent des entreprises souvent avec du microcrédit. Ensuite, j'ai décidé de fonder une entreprise avec une amie où on racontait les histoires d'entrepreneurs et on essayait d'impliquer les jeunes, surtout à cette époque-là à Toronto, créer des opportunités pour de l'emploi. Récemment, j'ai travaillé au Conseil de l'Ontario où j'ai pu collaborer avec d'autres jeunes sur des projets et sur l'engagement du public. On a beaucoup travaillé la question d'un revenu garanti de base. Donc, comme femme noire, je suis très intéressée par l'idée d'engager, d'impliquer plusieurs communautés, toute une diversité culturelle, beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes. Quand on parle des 5 niveaux de la participation du public, être informé, être consulté, être impliqué euh, et être actif dans la mise en œuvre. Il faut regarder les choses des deux côtés. L'emploi et s'adresser au chômage, ça requiert une approche où on consulte, où on implique les gens.
Quand on consulte un certain public cible, comment est-ce qu'on le fait? Quels sont les principes? Quel espace est-ce qu'on crée pour leur participation, pour vraiment pouvoir entendre authentiquement leurs expériences? Quand on réfléchit à l'implication des jeunes, comment ramener ton public avec toi, euh, cheminer, les accompagner, marcher ensemble. Donc, quand je réfléchis à, à ce dialogue-là, le fait que c'est vraiment une rue avec en deux sens de direction, il y a un va-et-vient, il y a un aller-retour. Par exemple, il faut impliquer les gens du début jusqu'à la fin du projet, incluant l'évaluation à la fin. Donc, engager les jeunes, faire participer les jeunes, c'est pas seulement une question de consulter. Il faut vraiment les appliquer à tous les niveaux d'un projet. En ce qui concerne notre travail avec les jeunes dans le Nord, on les soutient pour développer leur leadership, pour qu'ils puissent être les leaders de demain, pour qu'ils se sentent empowered, qu'ils se sentent vraiment responsables des initiatives, des projets. Et qu'ils soient impliqués à tous les niveaux, la conception, la mise en œuvre, l'évaluation. Si on décide de faire appliquer, d'impliquer quelqu'un dans un projet, et cette personne-là ne se sent vraiment pas qu'il ou elle appartient vraiment, apprivoise le projet, ben c'est de votre faute d'une certaine façon parce que sûrement vous ne l'avez pas impliqué, vous ne l'avez pas inclus dès le départ du projet. Beaucoup de jeunes se sentent un peu exclus. Des fois, ils ne sont pas rémunérés. Et c'est pas nécessairement une question de leur payer des honoraires ou un salaire. Souvent, c'est tout simplement une question de payer pour leur transport, même le transport en commun, qu'ils puissent voir que ce qu'ils font avec vous, ça contribue à leur plan de carrière, à leur avenir. Donc, des fois, c'est une question de $50 pour participer à un atelier. Comment compenser donc ces jeunes-là, comment les rémunérer et vraiment démontrer qu'on les valorise. Dans mon expérience, quand j'engageais, je faisais participer les jeunes, on leur donnait des billets d'autobus et de métro pour le TTC à Toronto, pour la commission de transport. Et on payait aussi pour la bouffe, étant donné qu'ils étaient des bénévoles. Donc, on essaie de les soutenir, de montrer qu'ils sont valorisés. Ces jeunes-là venaient de différents milieux. Et on ne veut pas non plus croire que tous ces jeunes-là ont les moyens pour le transport, pour se payer un dîner, tout ça. Et donc, on ne parle pas de grands coûts finalement. C'est pas tellement la valeur monétaire. C'est plus une question de les faire sentir qu'ils appartiennent, qu'ils ont une valeur. Des fois, on les aide à devenir des animateurs d'ateliers. Il y a beaucoup de compétences qu'on essaie de renforcer chez les jeunes. On essaie de soutenir les jeunes après le projet aussi, après qu'ils quittent notre programme. Vous voyez qu'il y ait un suivi. Quand nous impliquons les jeunes, c'est important de ne pas les traiter comme un groupe homogène. Il y a tellement de diversité et il faut être très au courant de cette diversité. Pas tirer des conclusions ou croire que tout jeune vient d'une même expérience. Donc,
il faut avoir différentes histoires, récits, images présents dans nos événements avec ces jeunes. Il faut accommoder leurs besoins, il faut créer des espaces où ils se sentent le bienvenu, pas seulement des espaces physiques, ça c'est important, votre bureau, les lieux de rencontre, les lieux où ont lieu les ateliers, mais aussi votre site web, vos médias sociaux, il faut créer un espace pour eux, pour les jeunes. Différents aspects de votre organisation que vous pouvez modifier, que vous pouvez changer. Si vous voulez engager des jeunes, c'est très important pouvoir être en contact avec eux, à tous les points du projet, à tous les moments. En ce moment, les employés que nous avons dans l'organisation reflètent la diversité du Canada. Nous euh, nous faisons du développement professionnel pour permettre notre personnel de pouvoir mieux engager, de pouvoir mieux faire participer des jeunes autochtones, des jeunes métis, des jeunes de communautés racialisées. Donc, comme femme noire, je ne suis pas là pour vous dire que je suis experte parce que je suis femme noire, pas du tout. Je sais ce que je sais grâce à mes expériences, mais je suis très ouverte à apprendre, à améliorer mes façons d'interagir avec les jeunes. Et même si mon travail est centré surtout en Afrique et au Canada, comme je l'ai dit, j'ai voyagé en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, en Europe. J'ai pu voir des jeunes un peu partout, dans le Sud et dans le Nord, voir jusqu'à quel point ils ressentent un désespoir par rapport à leur avenir. Souvent, les jeunes sont dépeints comme étant des créateurs de troubles dans leur société. Et des images très négatives par rapport aux jeunes circulent dans beaucoup de sociétés. Et ça nuit à l'estime de soi qu'ont ces jeunes. Donc, c'est lié à ce phénomène qu'on voit de beaucoup de jeunes qui sont recrutés par des groupes extrémistes, même des groupes terroristes. C'est parce qu'ils veulent s'impliquer, ils veulent participer à un processus politique, ils veulent que leur voix soit entendue. Il n'y a pas de moyen de le faire. Donc, ils sont attirés par ces groupes-là qui offrent une façon de participer. C'est très important pour nous, donc, de savoir euh, euh, que ignorer les jeunes, ignorer leur voix, c'est à notre détriment. C'est très grave pour nos sociétés. Ce sont nos leaders d'aujourd'hui et de demain. Nous soutenons les jeunes dans ce domaine du leadership pour créer le changement dans leur société. Et les subventions que nous offrons à ces jeunes permet de mettre en place des projets. On voit des jeunes partout au monde et au Canada aussi qui utilisent des façons très novatrices, très créatives et ça me remplit de joie en fait de voir cette belle créativité chez les jeunes. J'aimerais toucher très brièvement sur le mouvement MeToo et le lien avec les jeunes. Ça a commencé quand j'étais au Kenya, des petits enfants qui venaient aux écoles, aux orphelinats, aux cliniques, et ensuite de venir au Canada et de voir, de constater à quel point la réalité est différente. Comment créer un changement positif?
Souvent, le bénévolat, c'est réservé aux jeunes blancs avec un certain niveau de privilège. Comment ouvrir ces occasions, ces opportunités-là à d'autres jeunes? La coopération internationale, le développement économique a beaucoup de couches et on doit appliquer tous les secteurs et toutes les générations. Permettre aux jeunes donc de comprendre c'est quoi le développement, comment on le définit, c'est quoi la coopération internationale, les faire comprendre que les jeunes dans les pays du Sud ne sont pas ces jeunes qui voient à la télé, qui meurent de faim et qui vivent tous dans une misère absolue. Pas du tout. Ces jeunes-là dans le Sud sont comme eux. Ils ont des rêves et ils font beaucoup. Ils agissent pour améliorer leur vie. On doit pouvoir soutenir les jeunes pour mieux comprendre ces dynamiques de pouvoir, de privilèges et comment ces dynamiques-là sont aussi présentes dans le développement international, dans la coopération internationale, dans l'aide qu'on offre aux autres pays. Des fois, on perd un peu notre optimisme parce qu'on a l'impression au début de participer à un projet qui va aider et ensuite on se rend compte qu'on nuit à la vie des autres en s'impliquant dans le développement international. Alors, il faut changer aussi nos mentalités. Euh, cette expérience-là qu'ont beaucoup de jeunes d'aller dans le sud, des jeunes d'ici qui d'aller dans le sud travailler dans des cliniques, dans des orphelinats, dans des écoles. Il faut pouvoir ensuite permettre à ces jeunes de revenir au Canada et dans les pays du Nord et travailler dans ces domaines-là. Ici aussi, dans les cliniques, dans les écoles, participer à la création de plus de justice sociale. Des projets où on permet des échanges authentiques entre jeunes du Sud et jeunes du Nord, c'est très important. Il y a quelques années, on a une semaine de formation où les jeunes ont vraiment appris en profondeur quelle était la culture du pays où ils s'en allaient, l'histoire, les réalités sur le terrain dans ce pays, pour permettre un vrai échange, pour qu'ils n'arrivent pas là dans une ignorance totale. Et j'ai aussi eu le privilège de travailler avec des stagiaires qui ont appris beaucoup par rapport aux privilèges, les relations de pouvoir dans le domaine du développement international et aussi écouter les histoires, les récits des autres dans les communautés. Les jeunes donc peuvent jouer un rôle très important dans la coopération internationale et dans l'engagement du public. Mais il faut leur montrer qu'il y a beaucoup de complexité, c'est pas blanc et noir, il y a beaucoup de couches, beaucoup de niveaux. Et donc l'éducation est très importante, la consultation est très importante, la collaboration est très importante. Développer une mentalité d'égo à égo, ça c'est très important. Alors je vais m'arrêter là, merci. Merci beaucoup, Christina. Oui, j'aime beaucoup vos idées, surtout par rapport à l'importance de valoriser les jeunes, même de les compenser, de les rémunérer quand ils participent à des discussions dans le sud de l'Afrique. Ça me fait penser à certains débats qu'on a eus. Comment est-ce qu'on peut mieux agir en ce qui concerne l'implication des jeunes, pas seulement pour les bénéfices pour les ONG, mais aussi pour eux, les jeunes. Le temps file, alors on va continuer. Je passe le micro maintenant à Faith.
Merci beaucoup, Sinetemba. Merci pour cette belle introduction. Merci à Shiva et à Christina pour vos belles présentations. Je m'appelle Faith Tanui, je suis au Kenya. C'est un honneur pour moi d'être là parmi vous aujourd'hui. Je travaille avec une organisation ici au Kenya qui donne plus de pouvoir aux filles et aux femmes, renforce les capacités. On travaille avec des filles et des garçons de l'âge de 13 ans jusqu'à 24 ans. Ma mère, pardon, m'inspire beaucoup. J'ai beaucoup appris dans ce travail parce que j'ai étudié la science de l'informatique, les ordinateurs, la haute technologie. J'ai été toujours motivé par mes passions et j'ai beaucoup appris. J'ai appris par exemple que commettre des erreurs, c'est pas si grave si on apprend de ces erreurs-là. On a aussi un programme de mentorat pour les filles et nos deux programmes en fait sont basés sur l'éducation, montrer à ces filles et ces garçons. On a aussi un programme pour les filles adolescentes mères, adolescentes qui ont eu des enfants. On essaie de prévenir une situation où ils se marient trop jeunes, où ils s'en vont de l'école. Le décrochage scolaire, c'est un grand problème. On a un programme pour nos jeunes aussi. On accueille des jeunes qui ont des addictions. Ils participent à des programmes de réhabilitation. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'engagement du public. Je crois que comme membre du public, on doit être informé, éduqué par rapport à ce qui se passe autour de nous. On doit faire partie de ce autour de la table. À la fin de la journée, on est affecté par toutes les décisions prises à ces tables-là du pouvoir. Donc, je suis une leader de la société civile de mon pays, mais je suis aussi membre de ma communauté. Donc, je dois m'impliquer dans la vie civique de ma communauté. C'est essentiel pour être un leader dans le secteur de la société civile. On n'est pas obligé non plus de fonder une organisation, mais on doit trouver une façon de s'impliquer pour que notre voix soit entendue. Qu'est-ce que vous faites comme membre de votre communauté? Est-ce que vous êtes bénévole pour des événements? Est-ce que vous participez à des sessions de consultation que le gouvernement organise dans votre communauté? Qu'est-ce que vous faites comme membre de la communauté? Je ne peux pas séparer les deux, ces deux réalités qui vont ensemble. Donc, comme leader civique, c'est mon devoir de, de m'informer et de participer à l'engagement du public, des gens autour de moi. Alors, comment est-ce que l'engagement du public peut se faire différemment, autrement? Des fois, il faut communiquer avec notre communauté par rapport à un problème. Pour revenir au Kenya, ce que je fais au Kenya comme leader, ça dépend de la communauté où je travaille. Est-ce que j'aide, est-ce que je participe à la construction d'une route, d'une école? Est-ce que je participe aux consultations publiques? Est-ce que je peux partager mes idées? Comme résidente d'une certaine communauté, comment est-ce que je participe dans cet espace-là? Est-ce que je suis bénévole? Est-ce que je participe à des sessions? Est-ce que je lève ma main pour poser des questions des fois difficiles? Au-delà de mon implication, est-ce que j'offre des solutions à long terme? Donc, étant donné que je viens du Sud, quand je pense à la manque de participation des filles et des femmes dans la société kenyenne, j'aimerais parler de cela comme membre de ma communauté.
Je participe à plusieurs forums mis de l'avant, organisés par les gouvernements ou par les leaders de ma communauté. Et mon perspective, mon point de vue vient de ce modèle économique néolibéral industriel. Il y a un modèle aussi de coopération où les gens sont rémunérés, sont féliciter pour aider des gens moins nantis qu'eux. Et ce modèle-là de coopération du riche qui aide le pauvre a été transféré, a été adopté par beaucoup d'agences et d'instances, d'institutions dans nos pays du Sud aussi. Donc, souvent, on veut aider les gens, mais on ne veut pas changer le système, on ne veut pas changer institutionnellement, structurellement. Donc, ce complexe, ce syndrome du blanc qui veut sauver le monde, qu'est-ce que ça fait à l'Afrique? Bon, c'est grave, il y a des conséquences très graves. Il y a beaucoup d'organisations qui viennent en Afrique pour financer des projets. Quand on reçoit du financement au Kenya, ça peut être des ressources financières, ça peut être de l'aide matérielle. Souvent, il n'y a pas un plan de sortie. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il y a un projet qui dure un an. Il n'y a pas de plan pour la fin de ce projet. C'est-à-dire, à la fin de ce projet, à la fin de ce projet, à la fin de cette année-là, le problème sera résolu. On pourra s'en aller et laisser les gens avec une certaine autonomie. Donc, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que si vous travaillez pour une organisation en Occident, dans le Nord, c'est important d'avoir une stratégie de sortie. Ce que ça fait pour les Africains, pour les gens du Sud, si on n'a pas de plan de sortie, ça crée une dépendance et ça ne nous aide pas à être autosuffisants. Donc, c'est très important d'avoir un plan pour toute la durée du projet. On ne peut pas trouver des solutions tout seul. On a besoin d'aide, c'est sûr. Avec l'aide alimentaire, par exemple, les gens en Afrique ne se demandent même pas d'où ça vient. Mais aidez-nous à trouver notre propre bouffe, à élever et à semer et à avoir une agriculture durable. Ça tue aussi l'esprit de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, super. Ça tue l'esprit du travail acharné, du travail déterminé, dévoué. Parfait. Voilà. Et les gens perdent leur résilience parce qu'on reçoit ce financement. Il n'y a pas donc de motivation. On veut continuer de travailler, mais en sachant que l'agent sera là, l'ONG sera là avec la bouffe à la fin de la journée pourquoi travailler? Pourquoi aller chercher les ressources au niveau local si on peut aller puiser cet argent-là en Occident, chez les gouvernements du Nord. Il faut avoir donc une stratégie de sortie. Ça, c'est très important. Ça peut être pour les programmes. Il faut que les programmes soient durables à long terme. J'aimerais parler un peu de la corruption au Kenya. Je pense que ça va. Oui, oui, c'est bon. Je ne sais pas ce qui se passe par contre. Désolée. Oui,
Nous avons beaucoup de corruption. Les gens ne sont pas honnêtes par rapport à l'argent qu'ils reçoivent. Lorsqu'il y a tellement de ressources qui arrivent, souvent on commence à penser à soi-même. Si vous demandez une subvention, par exemple, et vous l'avez et vous l'utilisez à des fins personnelles, la plupart des organismes commencent avec une bonne cause, mais au fil du temps, il y a tellement de ressources qui arrivent et ils se disent, bon, on est riche. Donc, ça, cet argent, ces ressources sont censées vous aider à régler vos problèmes. Mais il y a beaucoup d'histoires où les ONG ont reçu du financement, mais il n'y a pas d'imputabilité. On ne sait pas combien ils ont reçu, où cet argent s'en est allé. Il n'y a pas de théorie de changement pour dire, bon, le soutien a aidé dans tel ou tel domaine. Donc, c'est comme un projet unique avec, bon, 4 ans. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la communauté est capable de se débrouiller? Est-ce qu'on va nous dire, bon, vous êtes capable de travailler par vous-même? Comment est-ce qu'on peut mettre ce genre de programme en œuvre? Et puis, il faut relier ça aussi aux organisations de la société civile comme voie de l'imputabilité. Je ne pense pas que nous fassions tous ça, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous de parler de l'imputabilité. Est-ce que la confiance des groupes est justifiée lorsqu'on leur donne ces ressources? Donc, par exemple, si on veut changer la vie des adolescentes, des mères adolescentes, bon, est-ce que j'ai changé leur vie ou non? Mais là, je devrais être capable de vous dire oui ou non. Et si la réponse est non, à ce moment-là, je dois laisser tomber et faire autre chose. Donc, il faut vraiment être très ouvert parce que nous recevons beaucoup de financement, mais est-ce qu'on peut dire à quoi cet argent est passé, surtout en Afrique et au Kenya? Et bien sûr aussi, il faut être moralement imputable. Ça, c'est important. Bon, c'est l'imputabilité envers les gens qu'on voulait aider, les bénéficiaires dont on parlait. Est-ce qu'on peut leur faire face et dire, voilà, nous avons instauré des programmes, et des centres d'intérêt. Bon, il y a les organisations, on commence beaucoup de choses et puis donc, finalement, ils commencent avec les jeunes, ils terminent avec LGBT ou les gens avec des besoins spéciaux. Donc, il faut vraiment que ce soit mieux défini et ceci nous aidera à régler nos problèmes à long terme. Il y a la question aussi du changement, de comment les vies des gens ont été changées. Surtout maintenant, avec la COVID, on va dire, bon, on ne peut rien faire, on va fermer notre bureau. Est-ce qu'on pourrait faire une transition avec la technologie et voir ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir venir en aide aux bénéficiaires? Bon, en tant qu'individu, pour les organisations de la société civile, il faut vraiment qu'on exige l'imputabilité. Ça peut être le gouvernement ou des organismes locaux. Si vous voulez construire une route dans la collectivité, est-ce qu'on va attendre que l'Occident nous fournisse de l'argent? Peut-être que juste nous donner de l'argent, il faudrait dire, bon, nous, on a besoin de cette route et il faudra être capable de le faire. Même chose pour les écoles et les hôpitaux. Les ressources dont nous avons besoin sont à notre disposition, en fait. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est comment est-ce que les organismes font ça? Comment est-ce qu'on va pouvoir s'impliquer au niveau local? Comment est-ce qu'on s'implique dans la collectivité? J'avais parlé d'un programme pour mères adolescentes et ce que nous avons fait, c'est que nous allons au niveau de la base
Nous, la région au nord, au Kenya, près de l'Ouganda, c'est un endroit où les enfants ne vont pas à l'école. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de changer leur état d'esprit, que les filles ne soient pas simplement préparées à être mères. Il faut qu'elles aient des rêves et elles ne devraient pas avoir d'enfants. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut changer leur état d'esprit. Et après ça, il faut voir qui elles sont, quelle est leur identité, quelles sont leurs capacités, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, parce que tout le monde a un talent. Et donc, comme ça, on peut on peut les aider à réaliser leur potentiel. On parle d'engagement dans la communauté, mais en fin de compte, le travail que nous faisons en tant qu'organisme, on ne va pas être là pendant 50 ans. Les gens qu'on influence, c'est eux qui devraient s'approprier les idées. Et bien sûr, lorsqu'il n'y a plus de ressources du monde occidental, à ce moment-là, ils pourront effectuer le changement. Mais ce qui est important, c'est pour ces jeunes mères adolescentes de retourner à l'école et de faire quelque chose de leur vie parce qu'ils ne pourront pas toujours espérer la vie. Il faut changer les pratiques culturelles aussi, il faut arrêter les mariages précoces. Il faut que les collectivités comprennent la valeur de l'éducation pour les garçons et les filles. Nous avons également un programme de 3 mois en résidence pour s'améliorer. On parle de leurs histoires, de ce qui leur est arrivé. On fait des formations sur l'emploi, sur la formation, des choses aussi simples de comment rédiger un CV, comment taper, comment utiliser un ordinateur, l'agriculture, la mécanique. Et ça, c'est certains des outils qu'on peut utiliser, même avec en tant que petit organisme. On est vraiment la voix de ceux qui ne sont pas entendus, ces gens qui sont dans notre communauté. Moi, j'en parle parce que moi, j'ai pu quitter mon pays et aller étudier aux États-Unis. Mais bon, je pensais qu'il fallait que je rentre chez moi parce que même si ça n'influençait que quelques personnes ou même une seule personne, je crois que c'est mon devoir de le faire. Donc ça, c'est un appel à l'action pour chacun d'entre nous, comme le président Obama l'avait dit. Lorsqu'il y a des obstacles impossibles, les gens qui aiment leur pays peuvent le changer. Donc, que vous travaillez pour une ONG ou au gouvernement ou peu importe, si c'est vous qui fournissez les ressources, si vous rédigez les demandes de subventions, etc. Si vous aimez votre pays chez vous, c'est votre responsabilité de le changer. Donc, je vais m'arrêter. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Faith. C'est très rafraîchissant, cette honnêteté. Elle a des choses dont elle a parlé qui pourraient paraître insultantes, mais c'est très, très bien d'être honnête et direct. C'est vous qui nous permettez d'être plus innocents, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, s'il vous plaît, veuillez accueillir notre dernière panéliste. Alors, April, à vous. Merci beaucoup. Je crois que j'ai juste quelques diapos à vous montrer, donc je vais partager mon écran. Moi, j'ai du sang mêlé, français, gallois, etc. Moi, j'habite sur un territoire souk et je suis sur le territoire des peuples Kongwan. Et donc, tout ceci est couvert par les traités Douglas. Je suis très inspirée de voir tous les gens qui ont déclaré dans la boîte de discussion sur quel territoire traditionnel ils se trouvaient. C'est vraiment très spécial. Je voudrais noter aussi pour ceux d'entre vous qui voudraient avoir une ressource pour vous donner des informations sur ce sujet, si vous avez à native.land.ca. Merci.
Donc, vous pourrez obtenir des renseignements. Je vais vous parler de notre travail qui est important. Notre organisme vient de fêter son 45e anniversaire. Nous sommes la seule ONG internationale qui est dévouée au peuple du Pacifique. Nous travaillons en partenariat équitable pour avoir des communautés justes et équitables. Nous avons eu des projets en Tonga, aux îles Fidji, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Samoa. Nous avons également reconnu les valeurs partagées, les expériences partagées de la colonisation au milieu mondial et ce à quoi font face les peuples autochtones au Canada et dans le Pacifique. C'est pour ça que nous partageons les connaissances entre les peuples autochtones du nord au sud. Cette approche est nouvelle et elle appuie les objectifs internationaux des SDG. Donc, ça, c'est vraiment central à notre approche. On utilise l'appui et la solidarité. Nous avons des communications, des événements publics qui se tiennent ici en Amérique du Nord. Mais nos communications vont jusque dans le sud du Pacifique. En faisant ce travail correctement, nous faisons ce travail correctement parce que sinon les conséquences peuvent être néfastes. Ce qui est important, c'est d'apprendre de nos expériences et de déterminer ce que l'on peut faire différemment. Il faut apporter des corrections lorsque c'est possible. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est important de reconnaître les territoires et les peuples qui sont à l'endroit où nous travaillons. Ici, dans cette photo, vous voyez l'aîné Sangui. Il y a Marc de son territoire et notre présidente Wale Baba qui ont une cérémonie d'ouverture avec un invité d'Australie. John Morris fournit des enseignements pour que les gens comprennent le territoire où ils se trouvent. C'est très, très important d'avoir les aînés présents dans notre travail. John a dit dans nos séances de planification que nous avons eu plus de 22 conférences qui ont eu lieu en Amérique du Nord, mais nous amenions des gens du Pacifique Sud et donc nous étions capables d'échanger, de partager nos connaissances. C'était de vraies réussites. Il y avait certains thèmes définis selon les priorités des gens qui étaient là. Mais lorsqu'on travaillait avec John Morris, nous avons commencé à changer la manière dont nous organisions les conférences. Ce que ça voulait dire, c'est qu'en travaillant avec nos partenaires, les universités, les aînés, les membres de la collectivité, nous avons partagé ces connaissances à l'extérieur des universités. Nous sommes allés sur le territoire des peuples autochtones. Donc, ceci nous a permis d'avoir des conversations sur l'énergie verte, la gouvernance de la terre, la recherche culturelle, etc. Et également les cérémonies, ce que vous voyez ici aujourd'hui. Ça a vraiment créé un modèle sur comment nous travaillons. Donc, tout ce que nous faisions à partir de ce moment-là, était enraciné dans la communauté avec les aînés du Nord et du Pacifique Sud, et aussi dans tout le Canada. Donc, cette vision nous a amené à une action climatique internationale. Nous avons eu un sommet. Il s'appelait Antekraha en Nouvelle-Zélande en 2018. Donc, ce mouvement, c'est afin de privilégier et de comprendre les connaissances et les expériences autochtones en termes de changement climatique. Et donc, nous avons travaillé en partenariat avec eux. À la base de tout ce travail et de cette compréhension, il y a une manière de penser simple mais complexe quand même. Et donc, j'ai la permission d'en parler. Et ça, c'est basé sur les 4 A. Relation, respect, responsabilité et réciprocité. Ce sont des piliers très, très importants afin d'avoir des relations significatives lorsqu'on travaille avec les communautés. Non. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît?
Alors, ce qui est vraiment important, c'est une vague. Ça a commencé comme un festival. C'était pour montrer des artistes et différents leaders culturels. On voulait impliquer les jeunes et essayer de présenter notre travail. Nous avons eu beaucoup de succès. Cependant, en 2017, nous avons eu un gros défi. C'était notre 10e année d'une vague, mais c'était durant l'anniversaire du 150e anniversaire du Canada. We went to the community and we sat with the elders and we talked with the South Pacific diaspora and community as well. How can we properly mark this year? And out of that came a transformative vision that was given to us by Elder Skip Dick from Songhees Nation. And he said, let's not make this a show. Let's not make this a festival. Let's transform this into a gathering, one way of gathering, a place to have cultural sharing, a place to have community building. And out of that vision grew a beautiful project that was stewarded by Yelmer Wenstop, a New Channels artist from the territories here. And you can see on that picture. Vous pouvez voir sur cette photo qu'il y a 4 maisons longues. Ce sont des maisons en planches historiques, surtout la façade. Et donc, ils ont été créés par des jeunes de la collectivité. Et ils représentent les 3 groupes de langues de cette île. Mais il y a aussi une maison du Pacifique Sud. Bon, il y avait les Salish de la côte et la maison maori. Et un jour, sur la pelouse, la communauté s'est rassemblée. Il y avait 5000 personnes. C'était dans les maisons qui représentaient chacune des collectivités. C'était une journée incroyable et ça a vraiment changé notre travail. À ce point-ci, nous avons décidé que ce serait le moment d'enseigner aux volontaires afin qu'ils comprennent ce que nous faisions. Nous sommes allés faire un programme d'apprentissage. Ça a été fait avec des étudiants de maîtrise en gouvernance autochtone. Et donc, ceci a été fait pour essayer de partager les protocoles qui appartiennent à ces groupes autochtones, mais également aussi avec ceux du Pacifique Sud. Une des choses que nous avons vues, c'est que les volontaires qui venaient voulaient comprendre vraiment comment travailler avec les peuples autochtones et comment en apprendre plus sur leur parcours pour qu'ils puissent arriver à la réconciliation et faire de bons alliés. Est-ce qu'on pourrait passer à la dernière diapo, s'il vous plaît? De créer un espace sécuritaire et de créer un bon protocole. Ça, c'est la base de ce travail. Le projet que vous avez vu sur la dernière diapo était vraiment historique. C'était dans la capitale, à Victoria, et avant, c'était un village historique pour les peuples autochtones. C'était vraiment très, très bon d'avoir ce genre de projet à cet endroit-là. Cependant, c'était un événement unique. Et ensuite, le Conseil britannique Colombie-Britannique de la coopération internationale est venu nous voir et nous a demandé de réinstaller les maisons langues dans le centre-ville de Vancouver. Donc, nous avons fait ça à Vancouver en juin 2019 pour la conférence Women Deliver. Peut-être que vous l'avez vu, c'était quand même assez remarquable, mais ça n'aurait jamais pu arriver si nous n'étions pas engagés dans les protocoles avec les Premières Nations locales. Nous avons construit la relation avec ces Premières Nations auparavant, mais il a fallu leur demander la permission et leurs conseils pour faire ceci de la bonne manière. Donc, ça a eu lieu à Vancouver et c'est devenu un dialogue un lieu de dialogue pour les membres des différentes communautés durant ces 4 jours à Vancouver. Et là, également, nous avons fait des partages culturels. Il y avait plusieurs groupes qui ont participé pour présenter leur propre programme. C'était vraiment une expérience remarquable. J'étais vraiment très heureuse d'être là et de partager cet événement avec les gens du territoire. Un des points saillants pour moi, c'était les cérémonies que nous avons tenues ensemble.
durant la conférence de Women Deliver, une des journées de la conférence, il y a eu la publication du rapport sur les femmes et les filles autochtones assassinées et disparues. C'était une occasion très, très importante et il fallait que ce soit marqué, ce soit souligné. On était très heureuse d'avoir des partenaires qui sont venus avec nous. Il y avait la Fondation Moose Hide ce sont les hommes qui veulent la sécurité pour les femmes et les enfants dans les collectivités. Il y avait aussi Issa Kola, ça c'est un organisme qui est basé à Victoria et qui s'intéresse aux questions économiques avec une optique de respect autochtone. Et ce que nous avons fait ensemble, c'est que nous avons fait plusieurs cérémonies. Ça a commencé au Centre des conférences de Vancouver. Il y a 200 personnes qui ont marché avec nous en solidarité. Il y avait des militants écologistes et du climat qui sont venus aussi avec nous. Donc, ça a été souligné de la meilleure manière possible. À droite, vous voyez le chant d'honneur des femmes. C'était pour honorer toutes les femmes. C'était une expérience très émouvante. Mais bon, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si nous n'avions pas eu la Fondation pour nous appuyer. Donc, c'est ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a différentes manières de faire cet engagement du public. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, April, pour cette présentation. Ce sont des choses qui sont très importantes pour moi. Moi, j'habite dans un royaume d'Afrique du Sud, dans un tout petit pays. Et d'habitude, les gens qui viennent chez moi ont tout un tas d'idées, de présomptions, et ils viennent avec des programmes qui ont été faits sans aucune participation ou représentation de notre part. C'est vraiment une approche très, très lourde et on ne peut pas vraiment interagir avec les programmes de manière significative. Et ça ne restera pas avec moi lorsque les donateurs seront partis. Donc, à ce point-ci, je vais inviter les gens qui ont des questions, des contributions, des réflexions. Donc, pour ceux qui nous écoutent, c'est le moment de faire votre contribution. Bon. Alors, pendant que nous attendons les questions, moi, j'ai une contribution, ou plutôt une question pour Christina. Oui? Donc, la question que j'ai, quelquefois, lorsque vous parlez avec les jeunes, vous découvrez qu'ils ne veulent pas vraiment participer. Je crois que c'est vrai en Afrique du Sud, mais à cause des situations toxiques qui sont arrivées par le passé. Il y en avait qui pensaient qu'ils n'étaient pas impliqués de la bonne manière. Alors, comment est-ce qu'on peut corriger cette idée pour s'assurer que la participation va être significative? Comme je l'ai mentionné auparavant, l'image que nous avons des jeunes, ce sont des gens qui posent des problèmes. C'est le genre d'image que nous avons dans l'esprit. Donc, il y en a qui ne veulent pas s'impliquer avec les ONG parce que certains des programmes qui sont mis en place n'ont pas de répercussions à long terme. Donc, ils disent, bon, bah, pourquoi est-ce que je devrais m'impliquer s'il n'y aura pas de répercussions positives? Il faut savoir aussi qu'en Afrique, il y a des gens qui ne font pas confiance à leur gouvernement parce que, comme ça a déjà été mentionné, il y a de la corruption. Les leaders, les chefs ne se préoccupent pas de leur peuple. Alors, quelquefois,
Souvent, bon, ils vont être utilisés comme des experts, mais ils ne seront pas indemnisés pour leur temps. Donc, il faut vraiment leur donner la possibilité de s'exprimer et de faire entendre leur voix dans ces projets. Il faut changer leur expérience et il faut pouvoir les laisser s'impliquer et faire entendre leur voix. Moi, je pense qu'ils voudraient bien participer si c'était le cas. Je crois que c'est vraiment un élément crucial. Du début à la fin, il faut les impliquer. Et aussi, il faut trouver une manière de les indemniser parce qu'eux peuvent vraiment devenir des acteurs du changement social. Il faut vraiment discuter avec eux, voir quelles idées, quelles solutions ils pourraient proposer. Et il faudrait trouver un moyen d'appuyer ceci. Donc, Faith, est-ce que vous pourriez nous partager des histoires de changements effectués dans le domaine de la gouvernance éthique? Bon, qu'est-ce que vous pourriez nous dire des organisations qui ont aidé dans ce domaine? Oui, bien sûr, je peux vous partager mes récits. Inaudible. Nous sommes allés dans un nouvel endroit et nous ne connaissions pas la culture. Ce n'est pas où j'ai grandi, c'est à peu près à 8 heures de chez moi. Donc, la culture est un petit peu différente. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons impliqué les leaders locaux parce que nous avions remarqué qu'il y avait un domaine spécial ou un endroit spécial où les jeunes sont mariés à partir de l'âge de 12 ans. Il y a la question de la dot, on échange du bétail pour eux. Donc, on ne pouvait pas s'impliquer vraiment avec les parents. On a donc eu une rencontre avec les chefs locaux. Eux nous ont présenté aux chefs et aux autres leaders de la région. Donc, on a eu une rencontre tous ensemble et on a parlé de l'importance de l'éducation et de ce qui se passait s'ils mariaient leur fille à 12 ou 13 ans. Et les garçons, à cet âge-là, ne sont pas des adultes responsables. Ils ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Donc, avec cette discussion, nous avons démarré la conversation bon, ils ont dit qu'ils étaient ouverts, mais bon, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre à part de parler de mariage des adolescents? Ce qui s'est passé, c'est que les filles adolescentes, une fille adolescente disait qu'il voulait retourner à l'école et son père a insisté pour qu'elle aille à l'école. D'habitude, c'est le père qui prend les décisions. Si lui décide que c'est la chose à faire, ça sera fait. Et si c'est le contraire, personne ne pourra leur faire changer d'avis. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette adolescente est retournée à l'école. Elle était déjà enceinte, mais elle a accouché et une année et demie après ça, elle est retournée à l'école. Donc, il faut vraiment impliquer la communauté et de comprendre ce qu'il y a dans leur culture à un certain moment donné. Il faut vraiment leur parler. Et nous avons pu leur donner la possibilité de changer les choses. Pas simplement de leur dire n'envoyez pas, ne mariez pas vos filles trop jeunes. Donc, moi, je crois que c'est une histoire de réussite. Cette jeune fille va terminer l'école. Bon, bien sûr, là, l'école a été arrêtée. Elle devra finir l'année prochaine. Mais ça, c'était vraiment très, très bien. C'est ce que je vous partageais. Oui, c'est une histoire très inspirante. Merci beaucoup, Faith, pour April. Est-ce que tu pourrais répéter les 4 R et en parler un petit peu plus? Oui. Merci à tous. Oui, c'était les fondateurs autochtones
et j'étais très heureuse de travailler avec eux pour transformer la philanthropie autochtone surtout. Donc, les 4 R tels que définis, ce sont les relations, le respect, la responsabilité et la réciprocité. Donc, le concept, c'est qu'il faut avoir une relation avec les gens avec qui vous travaillez. Et dans cette relation, il devrait y avoir un respect mutuel, respect pour le territoire, pour les gens. Et la responsabilité, c'est la responsabilité qu'on a les uns envers les autres. Et la réciprocité, c'est que vraiment, ça doit venir des 2 côtés. Ça, c'est vraiment en résumé ce que je voulais dire. Je sais que certaines nations ont une compréhension ou des approches différentes parce que nous sommes toutes uniques et différentes. Donc, les choses que nous avons présentées dans notre guide des valeurs, et je crois que vous pourrez y avoir accès, c'est qu'il faut vraiment écouter les peuples autochtones que vous venez rencontrer. Il faut prendre la responsabilité de vos propres actions et parler de la décolonisation dans votre propre vie, d'avoir de bonnes relations. Et je crois que quelqu'un avait parlé d'une stratégie de départ, pas simplement de rendre les gens dépendants. Il faut vraiment honorer cette relation. C'est important de toujours y penser. Et être humble, soyez généreux, créez des espaces, soyez un allié, ne faites pas de l'appropriation culturelle. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait partager, mais on va partager ces ressources avec vous tous, avec vous toutes, si vous êtes intéressés. Lisez-les, puis donnez-nous votre rétroaction. On serait très intéressés de savoir ce que vous en pensez. Merci, April. Notre dernière question est pour Shiva. Shiva, comment pouvons-nous avancer avec une gouvernance éthique en utilisant l'intersectionnalité au niveau local et en travaillant avec des groupes de femmes diverses? Merci beaucoup pour cette question. Oui, une petite question pour la fin du webinaire, hein? L'intersectionnalité doit être la perspective qu'on utilise pour tous nos projets, tout notre travail, que ce soit un petit projet ou un grand projet. Encore une fois, il faut questionner qui va bénéficier, qui est-ce que nous voulons engager et mettre cette personne ou ce groupe-là au milieu, au centre. Il faut qu'on ait des relations authentiques, qu'on met au centre de notre travail les bénéficiaires, que ce soit les gens qui prennent soin du territoire, de la terre. Il faut identifier de quoi ils ont besoin et comment nous allons cheminer, comment nous allons travailler avec eux, et bâtir un processus et ensuite demander au groupe ciblé, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est pas comme ça qu'il faut faire? Il faut consulter dès le départ, il faut les mettre au centre du projet, demander quels sont leurs besoins et comment nous pouvons les soutenir. Ça, c'est la meilleure façon d'avancer, je crois, dans n'importe quel projet. Merci. You're muted. Sinthemba, you're muted. Hi. Oh, and I just said and I just it's like a beautiful speech. Désolé, je venais de faire un très beau discours. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Ça a été une discussion très enrichissante pour moi. Je suis inspiré et j'ai hâte de mieux faire dans mon travail. J'espère que c'est vrai pour vous tous et vous toutes. Merci de nous joindre pour ce webinaire et on espère vous voir bientôt et à la prochaine. Salut.